Sinon, moi je suis mobilisé sur ces questions depuis une dizaine d'années, un peu plus longtemps parce que sur un plan personnel, la question du rapport à la nature, comme pour beaucoup d'entre nous, hein, on a tous besoin, sans doute la plupart d'entre nous, un rapport un peu charnel à la nature, un peu émotif, un peu romantique, enfin toutes les sensations, toutes les émotions que ça peut susciter. Moi, jusqu'à 14 ans, j'ai rêvé d'être garde forestier, ça c'était un grand rêve. On m'a expliqué à 14 ans, là je suis rentré dans les adultes, que pour devenir garde forestier, il fallait aller dans une école spécialisée à Épinal, qu'on était tous habillés en costume avec des chaussettes jusqu'aux genoux et qu'on saluait le drapeau presque le matin. Et alors là, mon rêve s'est un peu effondré. Et puis surtout, quand on m'a dit que les gardes forestiers, c'est ceux qui faisaient pousser les arbres, qui les coupaient et les vendaient. Alors là, mon rêve s'est vraiment effondré. Moi, je pensais qu'on gardait les arbres. Ben là, on les vendait. Je suis rentré dans le monde des adultes, compliqué. Et donc, du coup, j'ai fait la biologie à la place, qui était une autre manière aussi de me former, d'écouter dans ce milieu scientifique un peu les choses qui se disaient. Et puis, je suis devenu assomptionniste, un peu par les hasards de la vie, et les choix aussi, bien sûr. Et comme assomptionniste, à un moment donné, on nous pose, pas tous, mais certains, ceux dont on sent un peu qu'ils pourraient, est-ce que tu ne serais pas intéressé pour entrer dans le monde du journalisme? Parce que vous savez que les assomptionnistes ont créé le groupe Bayard Presse il y a 150 ans, et donc il reste quelques journalistes qui sont assomptionnistes, hein, on est 6 ou 7 dans l'entreprise de 2000 personnes. C'est pas grand-chose, mais c'est une manière de dire on veut être présent dans le monde du travail, et on veut être à l'écoute de ce que ce lieu-là, de cette périphérie-là, pour prendre un mot bergolien. Et puis c'est une manière pour nous aussi d'abord de gagner notre vie. Hein, on est des religieux, donc il faut qu'on gagne nos salaires, et c'est une manière aussi de partager après cet argent avec les autres frères en études, etc. Et donc, du coup, je suis pas au papa. J'étais en train de finir mes études de théologie, et à la fin de mes études de théologie à Lille, et puis ensuite à Paris, je me dis, tiens, je suis biologiste, comment je pourrais faire le lien avec la théologie? Et donc j'ai demandé à mes professeurs, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait m'aider à réfléchir là-dessus? J'ai pas envie de faire la bioéthique parce qu'il y a plein de monde qui travaille là-dessus, il y a des médecins, tout ça, je suis pas médecin. Est-ce qu'on pourrait travailler sur l'écologie? Est-ce qu'il y a un rapport théologie et écologie? Et là j'ai entendu à Paris et à Lille la même remarque, on ne voit vraiment pas qui pourrait être accompagné sur ce sujet-là, il n'y a pas de prof spécialisé sur cette question. Donc là, c'était une première surprise, une déception un peu, mais une surprise aussi. On me dit, tiens, il y a peut-être un créneau là. Donc, bon, essayons. Donc, j'ai travaillé un peu là-dessus. Et puis, en arrivant à Bayard, du coup, on m'a proposé de rejoindre un magazine. Alors, on va relancer. Si ça chauffe. Est-ce que vous croyez que ça va relancer la lampe tout seul? Alors, pendant que les techniciens trouvent la solution, je vais poursuivre un peu mon explication. On n'est pas obligé d'avoir des images pour ça. Donc, en entrant à Bayard, on m'a dit, tiens, si tu rejoignais une revue qui s'appelle Terre Sauvage. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette revue, hein, c'est une espèce de nature, de géo, nature, je sais pas. Et c'était une revue que Bayard avait achetée quelques années auparavant, et il ne savait pas très bien quoi en faire, parce qu'elle était un peu troublante, elle était très belle, graphiquement c'était très très beau, mais c'était que des grands paysages sauvages, et quand il y avait un être humain dessus, ça gâchait la photo. En gros, c'était ça l'idée. Donc il fallait avoir une revue qui soit complètement vierge d'humanité. Il fallait la nature sauvage, brute, minérale, végétale. Et là, Bayard, on s'est dit, ça, c'est pas tout à fait notre vision de la nature et du monde, donc il y a un peu un problème. Et donc ils ont fait un petit groupe de réflexion, et ils ont fait venir des responsables, des scientifiques, des écologistes. Ouais, ça va venir, super. Et dans ce groupe-là, donc vraiment des techniciens, des gens du terrain, des gens qui ne parlent pas par des idées, mais qui connaissent bien l'état de la nature en France aujourd'hui. Ouais, c'est joli, c'est pas en France, mais... Et ces gens-là, quand je les écoutais discuter, là, moi je vois plus. Un tout petit peu quand même, parce que sinon, on a un cinéma. Et là, j'entends 3 choses dans ce groupe-là. Beaucoup de choses, mais je retiens ces 3-là. La première chose, c'est que j'entends ces gens, quand ils discutent entre eux, dire il y a une crise écologique. Moi, j'étais pas encore très sûr, peut-être que vous en êtes là aussi. Oui, on entend beaucoup de choses dans les journaux,
bon, j'en sais rien, est-ce que ça a lieu ou pas, est-ce que c'est aussi grave que... Et là, j'entends des gens qui, nous, on est sur le terrain, on mesure les espèces naturelles, on regarde les fleuves, on mesure la pollution, tout ça. On n'a jamais vu ça avant. Ces accélérations-là, cette transformation rapide de la nature, on ne l'a jamais vu. On ne dit pas que c'est la fin du monde, on ne dit pas que tout va disparaître dans 3 jours, mais on dit juste qu'il y a une accélération très impressionnante. Et on est un peu inquiet parce qu'on n'est pas sûr que la nature va pouvoir facilement s'adapter à ce qui se passe. Donc il y avait une vraie inquiétude. La deuxième chose que j'entends chez ces gens, c'est que régulièrement ils se retournaient vers moi, ces gens qui, comme dans beaucoup de milieux écologistes, sont souvent loin de l'Église, parfois contre l'Église, certains sont fâchés avec l'Église, mais la plupart d'entre eux sont, je sais pas, agnostiques ou autre chose, quoi. Et donc ils se retournaient vers moi, qui était symboliquement la présence religieuse dans le groupe, et en disant, alors vous, les chrétiens, pourquoi vous n'êtes pas sur le terrain avec nous? Le jour où les chrétiens, les catholiques, où tous les clochers se mettront à être écologistes et à défendre les coins de nature autour d'eux, vous imaginez l'impact que ça aura sur notre mobilisation. Alors c'est quand même intéressant. Et il rajoutait, et on en reparlera tout à l'heure sûrement, parce que quand même, quand on vous entend tous les dimanches dire « Je crois en un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre », c'est quand même très très beau. Et nous on vous dit, bah, le ciel et la terre ils vont pas très très bien, et on a l'impression que ça ne vous dérange absolument pas. Comme si vous parliez d'une belle idée, mais que sur le principe, que le ciel y soit bien ou que la terre soit en bon état, c'est pas grave, on s'en fout. Et là, ça touchait, ça commençait à titiller un peu, là, en disant, il y a une incohérence là, dans ce que vous dites. Ah, mais quand même, on vous attend. Alors, pour une fois qu'on nous attend. On nous a tellement dit, rentrez dans vos sacristies, on ne veut pas vous entendre, tout ça. Et là, on entend la société civile qui nous dit, mobilisez-vous avec nous, on a besoin. Parce que comme ça, on redeviendra cohérent et on aura plus d'impact sur les choses. Et puis, troisième chose, et ça c'est la plus déroutante pour moi, écoutez, lisez vos journaux, écoutez la télé. Qu'est-ce que vous entendez à longueur de journée quand on nous parle de la COP21, de tout ce qui nous attend, là, de tous ces... Il faut sauver la planète. Il faut se réconcilier avec la nature. Il faut faire alliance avec le vivant. Il faut se convertir à de nouveaux modes de vie. Il faut célébrer la biodiversité. Et vous continuez, au bout d'un moment, vous dites, attendez, alliance, conversion, célébration, salut, mais c'est nos mots à nous, quoi. Vous nous avez piqué notre héritage judéo-chrétien. Et nous qui, dans la société, ne pouvons plus utiliser ces mots parce que c'est trop catho, c'est trop marqué religieusement, et bien vous les utilisez, tout le monde dit, ah oh bah oui, il faut sauver la planète. Mais vous, la dernière fois, vous vous rappelez, la dernière fois, vous avez parlé de salut, il faut sauver quelque chose, on ne sait plus utiliser ces mots-là. Je pense, je ne suis pas sûr, on lui demandera quand on le rencontrera, mais l'Esprit Saint, il a beaucoup d'humour, quoi. Quand ça ne passe pas par la porte, eh ben, ça passe par la fenêtre. Et comme aujourd'hui, nous, on n'arrive plus à passer face au mur de la laïcité, là, qui veut nous empêcher d'être nous-mêmes et tout ça, eh ben, ça passe par ailleurs. Donc c'est des écologistes qui nous ramènent ces questions-là. Entre autres, hein, il y en a d'autres. Mais on l'a dit tout à l'heure, une des choses qu'on entend dans les questions d'écologie, c'est les questions du sens. Pourquoi on défend ces coins de nature, etc. Alors, on va regarder quelques images, parce que c'est très beau, le parc américain, là, mais les images sont pas mal non plus. Avec un peu de chance, ça va marcher. Voilà. Merci. Super. Alors, je vais vous emmener dans mes petites affaires. Voilà. On va d'abord regarder ces quelques petites images. Voilà, super, ça marche. Bravo. Alors, je vais rester assis pendant quelques instants. Donc, c'est ce que je vous ai montré, ce magazine Terre Sauvage. Là, vous voyez, en haut, 1988-92, c'était les premières années. On montrait la nature sauvage à l'état brut. Et puis, le groupe qui a travaillé un peu en disant, mais comment on pourrait rendre cette revue un peu plus citoyenne? On a bossé, puis on a commencé à travailler sur des questions un peu plus de fond, sur la philosophie de la nature. Et vous voyez en dessous, ces grenouilles à 5 pattes, là, etc. Tout l'impact de la pollution et toutes ces questions.
la nature et l'avenir de l'homme, on a commencé à travailler sur le fond, en disant un peu qu'est-ce qui se passe là-dessus. Puis ensuite, il y a eu d'autres projets, je ne les évoque pas là, on en parlera si vous voulez. Alors voilà, maintenant, ma question c'est, cette nature dont on parle, puisque l'écologie évoque la question de notre rapport à la Terre, on en est où, quoi? Alors je vous montre juste quelques images. Cette image, elle est très très belle, elle a été ressortie récemment en très belle qualité. C'est la première fois, en 1972, qu'on a photographié la Terre avec cette qualité de résolution. C'est la meilleure photo de la Terre qu'on ait faite à cette époque-là. Il y en avait déjà eu un peu avant, mais là on avait vraiment le top de ce qu'on pouvait photographier. Et donc ça a été une image très symbolique de cette bille bleue qu'est la Terre dans le ciel noir de l'univers. Et vraiment les astronautes, là, c'était Apollo 17 je crois, quand ils se sont retournés, qu'ils ont fait cette photo-là, il faut quand même imaginer l'émotion. Et ils nous ont montré qui nous sommes, quoi. En s'éloignant là vers la Lune, ils ont vu des levées de terre sur la Lune, ils nous ont rendu notre image. Pour la première fois, l'humanité voyait sa maison. C'est quand même une étape très très impressionnante, quand même, symboliquement parlant. Ce qui est drôle, c'est que récemment, j'ai vu cette image-là, qui est une image symbolique, hein, mais qui a été faite pour évoquer tous les mots qui sont maintenant dans nos têtes autour de ces questions de la planète. Et vous voyez que c'est des mots qui ne sont pas très très rigolos. Tout ce qui se joue autour du développement durable, des crises écologiques, de la pollution, etc. De 72 à 2015, notre planète, c'est un peu, elle a perdu un peu de son charme. Hein. Elle est lourde d'angoisse et de peur et de questions un peu sur son avenir. Juste pour évoquer ça c'est des actualités que je collectionne un peu au fur et à mesure, des choses récentes que vous avez vues, je vous les laisse regarder, vous en avez entendu parler ou pas, mais on voit bien, en tout cas ce que je trouve intéressant là-dedans, regardez, il y a la biodiversité, la question des espèces naturelles, il y a de l'économique, hein, l'histoire de Volkswagen, la pollution, tout ça, il y a du social, la question de la justice, la guerre et de la paix en Somalie, en Syrie, hein, où les semences agricoles, on a du mal à les utiliser parce que les centres qui préparaient les semences ont été détruits. Donc imaginez la crise que ça provoque. Donc cette écologie dont on parle, c'est pas simplement une émotion de quelques esprits romantiques qui aiment bien la nature et qui voudraient la protéger. On est vraiment dans le cœur de notre existence aujourd'hui. Si nous ne défendons pas les grands équilibres de notre Terre, eh ben nous laissons les injustices se répandre toujours plus. C'est ça le constat qu'on est en train de faire. C'est aussi le révélateur de crises beaucoup plus profondes. En voilà quelques autres, récentes. Vous regardez juste les titres, mais c'est des choses que vous avez peut-être lues dans les journaux. Ou peut-être pas. Mais en tout cas, c'est vrai que quand on les regarde régulièrement, on dit c'est un peu dur, quoi. Par moments, on aurait envie d'être dans plus de légèreté. Et cette photo que j'ai vue il y a 2 jours, dans la Croix, vous l'avez sûrement vue, hein, à Sainte-Anne-d'Auray, ce pèlerinage qui a eu lieu pour la première fois, où on a planté devant la basilique 600 croix pour évoquer les 600 suicides d'agriculteurs qui ont lieu chaque année en France. 600 agriculteurs chaque année. Et ça, ce sont les suicides avérés. Ce ne sont pas les dépressions, ce n'est pas l'alcoolisme, ce n'est pas la violence familiale, etc. Donc, notre grande agriculture si impressionnante qu'on a réussi à développer en 50 ans pour en faire vraiment une agriculture vraiment impressionnante, hein, exportatrice, etc., très puissante, elle souffre aujourd'hui. Elle a mal à ce qu'elle est, quoi. Et les paysans qui ne s'appellent même plus paysans eux-mêmes, les exploitants agricoles et tous les mots qu'on a inventés pour eux, il y en a qui s'en sortent très bien, mais il y en a aussi beaucoup qui sont au fond du trou, qui sont dans une pression économique tellement dure, tellement violente, qui s'en sortent plus, quoi. Et ça devrait être un signal qui devrait vraiment le réveiller. Donc c'est intéressant, je trouve que voilà un des lieux où l'Église est en train de prendre la mesure qu'il y a un problème, quoi. Et donc ils ont prié pour ces gens-là. Alors, on peut parler de la nature beaucoup, on peut faire des études à la Cato, on peut lire des livres, on peut lire des philosophes, et faites, si vous pouvez, si vous avez les moyens, c'est intéressant, parce que vous entendez bien que le mot nature, c'est un mot très compliqué, hein. Les théologiens et les philosophes, depuis des siècles, se disputent sur qu'est-ce que ça veut dire la nature. C'est une des raisons pour lesquelles les protestants et les catholiques se tapent dessus, parce qu'on n'a pas la même compréhension de la nature, les orthodoxes aussi, etc. Enfin, c'est vraiment un mot passionnant, mais c'est un mot piège, parce qu'on lui a mis plein de trucs dedans. Moi, j'ai un esprit plutôt un peu simple, les grandes disputes théologiques c'est important, mais de temps en temps il faut revenir à des choses juste compréhensibles.
Moi, ce que j'entends dans le mot nature, c'est le mot naître. On entend nature, natura, naître, la naissance. Et donc, d'une certaine manière, on pourrait dire, la nature, c'est ce qui m'est donné sans que j'ai rien demandé, quoi. J'arrive sur ce monde, et les choses sont là, et elles fonctionnent, elles sont belles, mystérieuses, et elles se perdurent de génération en génération, et j'y suis pour rien. Et c'est beau, et je rends grâce pour ça. Voilà, ça c'est peut-être une définition pas officielle, mais moi qui me fait du bien de penser ça. Et alors, si vous n'avez pas le temps de faire des études de philosophie, vous pouvez, autre solution, regarder le travail de certains photographes. Et là, je vous en montre juste deux. Ça, c'est un photographe suisse, qui s'appelle Urs Berny, je crois, que j'ai découvert par hasard. Et lui, sa question, alors je ne sais pas si c'est un Suisse francophone ou un Suisse germanophone, j'en sais rien, mais si c'est un Suisse francophone, il demande, est-ce que la nature, c'est sale, ou est-ce que la nature, c'est propre? Parce que là, quand vous voyez cette branche d'épicéa pour vous, c'est sale ou est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est bien rangé ou est-ce que c'est désordonné? Parce que quand même, moi, comme Suisse, je trouve que ça, c'est quand même mieux rangé. Vous voyez, là, c'est propre. Là, ça sent mauvais, c'est désordonné. Là, c'est propre, c'est bien rangé. Bon, évidemment, c'est beaucoup d'humour que font ces photographes, mais c'est toute la force de ces images. Parce que vous pouvez multiplier les exemples. Vous dire, cette salade de fruits, c'est quand même pas bien rangé, il faudrait quand même mettre un peu d'ordre. C'est la même chose. Ou bien, cette soupe, c'est n'importe quoi, il faut quand même mettre un peu d'ordre dans cette histoire. Vous rangez les lettres par ordre alphabétique. Il faut être patient, hein. Ou alors, la piscine de je sais pas où, de Lucerne ou de Berne, regardez, les gens ils s'amusent, mais quand même, ça serait quand même mieux si c'était bien rangé. Bon, alors derrière ces photos très humoristiques, il y a la question, mais c'est quoi notre rapport à la nature? Est-ce que nous rêvons d'une nature bien rangée, propre sur elle, où on domine tout, on est les maîtres, et elle nous obéit parce qu'elle nous menace et qu'elle est dangereuse, etc. Alors on la met dans des cases, ou est-ce qu'on la laisse vivre une partie un peu chaotique, mais où il y a de la vie aussi qui peut surgir? Et c'est des très vieilles questions, vous voyez bien dans le quotidien, quand vous faites votre jardin, vous devez choisir. Est-ce que je fais un jardin comme ça ou est-ce que je fais un jardin comme ça? Est-ce que je désherbe tout pour que ça soit hyper propre, et quitte à utiliser des produits chimiques, et je me dis maintenant, ils sont dangereux, mais je veux que mon jardin soit propre? Ou est-ce que je laisse pousser un peu les mauvaises herbes en disant, en fait, il n'y a pas de mauvaises herbes? Ça n'existe pas, c'est moi qui ai inventé le mot mauvaise herbe. Je donne un qualificatif moral à une herbe. C'est moi qui juge cette herbe, mais elle est belle cette herbe, c'est une fleur qui pousse. Alors peut-être qu'elle m'embête parce qu'elle prend de l'ombre, d'accord, mais elle n'est pas mauvaise en tant que telle. Donc comment tenir cet équilibre, hein? C'est assez intéressant aujourd'hui. Alors je vous laisse juste regarder celle-là. Bon, c'est drôle, ça me permet d'introduire un deuxième travail de photographe, je n'ai pas son nom par contre, et vous avez peut-être déjà vu ces photos-là. Donc c'est un photographe, c'est un montage, hein. C'est un montage, d'accord? Il n'y a pas de lémuriens qui sont habillés comme ça, mais sa question, c'est donc sur le statut de l'animal, qui est une des questions, hein, que les questions de l'environnement nous posent. Quand on regarde comme ça, dans les yeux ces animaux, il y a quelque chose de très troublant. On a fait ça avec le pèlerin il y a quelques mois, on a fait un dossier sur l'animal et on a mis en couverture une de ces photos là, avec un animal comme ça qui vous regarde dans les yeux. On a eu une flopée de courriers nous disant qu'ils n'étaient pas contents. Ah bon? En disant, oh là là, vous n'avez pas le droit, c'est honteux, c'est indigne d'un magazine comme le Pèlerin de jouer sur ce symbole, etc. Les gens étaient choqués qu'on puisse faire semblant de montrer un être humain alors que c'est un animal. Ça. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez troublant. Et c'est vrai que quand vous regardez les choses, toute ressemblance avec une personne que vous connaissez dans votre entourage, c'est un hasard, hein, mais surtout au petit déjeuner le matin, ou cette jeune femme, ou même les enfants, quoi, vous voyez. C'est très troublant. Alors, voilà, on est bien d'accord entre nous, je ne suis pas en train de dire que tout se vaut, et que, etc. On est chrétiens, on sait bien qu'il y a une dignité particulière à l'être humain, que nous avons le don du langage, de l'intelligence, et que nous savons même penser notre propre mort, que nous savons penser l'au-delà, etc. Nous sommes image de Dieu et on a une place tout à fait singulière, et il ne s'agit pas de tout mélanger. D'accord? Donc on n'est pas dans ce débat que... Bon. Par contre, comme biologiste, parce que je suis biologiste au départ,
je sais, et un certain nombre d'entre vous le savez aussi, que ces animaux-là respirent le même air, boivent la même eau, mangent la même nourriture, se reproduisent presque comme nous, partagent toute l'expérience biologique de ce monde comme nous. Et en plus, ce patrimoine génétique est très très proche de nous, très très proche. Donc c'est troublant. Et alors en plus, quand on se souvient que le 6e jour de la création dans la Bible, premier chapitre de la Genèse, qu'est-ce que Dieu a créé le 6e jour de la création? Lisons un peu notre catéchisme. Animaux. Il a créé 2 choses. Les grands animaux, ceux-là, et au bout, nous. L'homme et la femme, image de Dieu. Voilà. Et nous, on lit ça, et on s'arrête sur l'homme et la femme, bien sûr. C'est les chefs. Voilà. Sauf qu'on peut aussi entendre que le 6e jour, on a été créé avec cela. Et que symboliquement, sans doute, enfin, il faudrait en discuter, mais moi, ça me touche beaucoup de penser qu'on partage une communauté de destin. C'est que si nous menaçons ces espèces-là, nous menaçons nous aussi. Et c'est ce qu'on commence à prendre la mesure de ça. Si nous acceptons que ces animaux disparaissent, ou que nous les maltraitons industriellement, etc., pour les manger, je ne sais pas quoi, au bout d'un moment, nous nous maltraiterons aussi. Parce que nous partageons le même espace, la même expérience du monde. Donc c'est une belle alerte. Et c'est vrai, alors ça c'est encore un autre photographe, j'ai là aussi oublié son nom, qui lui a photographié des grands singes, en les regardant dans leurs attitudes naturelles. Et voilà, on est très troublé devant des photos comme ça. Alors, c'est un peu anthropomorphique, bien sûr, on est d'accord, on ne va pas dire qu'il y a, je ne sais pas ce qui se passe dans le cerveau de ces singes, etc. Mais quand même, et ça les scientifiques le voient aujourd'hui, ceux qui depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans travaillent avec des singes dans leur laboratoire, et qui les fréquentent tous les jours, et qui, après leur avoir donné des numéros, ont commencé à leur donner des noms, parce que c'était plus pratique, ont commencé à voir que ces singes-là avaient des caractères, avaient des personnalités, certains étaient en colère, d'autres étaient rigolos, d'autres étaient tristes, ils avaient des dépressions, des joies, des machins, que la mère transmettait à son fils un savoir qu'elle avait appris de son père, etc. On commence à toucher du doigt ce que les scientifiques n'avaient pas du tout repéré, c'est que les communautés animales ont des cultures animales. Ce n'est pas des cultures humaines, il ne faut pas tout mélanger, hein, c'est pas du tout l'équivalent de nos cultures à nous, mais il y a une manière d'être au monde spécifique de ces créatures-là, et qui sont très troublantes parce qu'elles sont assez proches de la nôtre, à leur mesure, avec leurs caractéristiques et leurs spécificités. Et donc, se dire, bah, c'est pas grave si ces créatures disparaissent, on vivra aussi sans, c'est possible. Mais d'abord, est-ce qu'on a le droit, d'un point de vue éthique, si nous considérons que ces créatures sont un don de Dieu, est-ce qu'on a le droit de dire, bah, nous on peut s'en passer? C'est une question de théologie un peu redoutable. Et puis surtout, quand on laisse ces grandes espèces-là disparaître, l'espèce suivante qui est maltraitée, c'est nous. Regardez l'exemple des orang-outans à Sumatra. On rase les forêts pour mettre de l'huile de palme à la place. Ok, vous dézinguez tous les orang-outans qui sont là-dedans, mais derrière les orang-outans, il y a les gens qui vivaient dans cette forêt et qui en vivaient. Et donc c'est eux les prochaines victimes. Donc tout est lié, et voilà le grand mot, si vous voulez retenir qu'une chose de cette soirée, le grand mot de l'encyclique du pape François, c'est de nous redire cette évidence que nous pressentons tous dans notre vie quotidienne, mais dont on ne fait pas forcément quelque chose, c'est tout est lié. Et c'est vraiment l'intuition fondamentale, c'est tellement évident qu'on en est surpris de nous le redire. Bah oui, on partage la même terre, la même planète, on a les mêmes besoins, les mêmes... Donc pourquoi être en concurrence les uns avec les autres? Pourquoi en arriver à un monde où certains ont le droit de vivre et d'autres pas? Ça, c'est des questions redoutables. Alors, je vais sortir de cette petite série-là. Ah si, je vais vous montrer encore cette dernière, pardon. Regardez juste cette image que je trouve très impressionnante. D'abord parce qu'à gauche, c'est une photo du début du XXe siècle, je pense, d'un photographe américain qui a photographié les derniers Indiens qui vivaient encore relativement comme on a pu les connaître quand on est arrivé chez eux. Et regardez cette tente, donc c'est pas Disneyland, hein, c'est une vraie tente d'Indiens. Quand vous regardez les décors peints dessus, c'est Lascaux, quoi. C'est vraiment, c'est la même culture que le néolithique ancien. Donc on a 30 000 ans dans les dents, là. Ce sont des peuples qui ont vécu comme ça pendant des milliers d'années, qui avaient un rapport à la nature très fort, qui n'était pas parfait. Hein, il ne faut rien idéaliser, hein, c'est pas parce qu'on est indien qu'on était parfait, hein, rien n'est idéal, mais en tout cas il y avait un grand respect des équilibres de la nature parce qu'ils en avaient besoin. Parce que s'ils ne respectaient pas les équilibres de la nature, ils mourraient avec. Ça, ils l'avaient bien compris. Et c'est bien pour ça qu'ils la sacralisaient dans leur symbolique religieuse. Parce qu'ils savaient bien qu'ils en étaient dépendants.
Et puis nous arrivons, on dit, oh, cette terre est vierge, si, il y a quelques Indiens, mais ceux-là, on va vite s'en débarrasser, donc c'est à nous. Dieu nous a donné cette terre, allons-y, servons-nous. Et là, à droite, vous avez un cher monsieur qui est venu aux États-Unis, et il trône devant une pile de crânes de bison. Voilà. On s'est bien amusé, on a sorti les fusils, on a dégommé tout ce qui bouge. Des millions de bisons ont été tués en quelques décennies pour faire du cornet de bif, et donc pour lancer la grande industrie de l'agroalimentaire que nous connaissons et dont nous vivons aujourd'hui. Nous utilisons les animaux comme des ressources naturelles dans lesquelles nous pensons qu'elles sont surabondantes, que nous pouvons servir, de toute façon, on s'en sortira toujours. Et bien ça, vous pouviez le dire pendant le 19e siècle, quand vous aviez des millions de bisons, et puis un jour, on s'est rendu compte qu'il n'y en avait plus. Ah bon. Bon, alors on va tirer autre chose, quoi. On peut retrouver, et puis on va continuer comme ça. Puis un jour, on se réveillera, et ça sera très douloureux. Ça serait mieux qu'on se réveille avant que ce soit trop tard. Donc il va bien falloir qu'on interroge un peu nos attitudes et notre rapport à la nature. Je vais vous montrer une deuxième séquence, parce que si nous voulons réfléchir à ce que le pape nous propose dans son encyclique, qui est une manière de penser notre rapport à la terre et à la vie, ben, il faut aussi qu'on pense notre rapport aux écologistes, qui sont ces gens dont on ne sait pas toujours très bien quoi faire. C'est ça, voilà. Et qui en tout cas ont porté depuis quelques décennies le souci de l'écologie et de notre rapport à la terre. Alors, donc je vous propose un tout petit jeu, je vais vous montrer 5 phrases, et puis il va falloir deviner qui a dit ça, juste pour voir si on a un peu de culture écologiste, parce qu'on parle toujours des écologistes, mais est-ce qu'on les connaît? Est-ce qu'on a lu récemment quelque chose d'eux, hein? C'est pas tout d'écouter ce que disent les médias, hein, je suis bien placé, mais il faut aussi de temps en temps aller en direct dans la rencontre. Alors avant de regarder ce qu'ils nous disent, une petite introduction. Ce sujet de l'écologie, vous le pressentez sûrement, je ne sais pas où vous en êtes vous personnellement, mais c'est un de ces sujets qui est très clivant. C'est-à-dire, on est pour ou contre. On est rarement entre les deux, quoi. Regardez, quand on en parle, très souvent, on arrive très vite à des choses très passionnelles. Je prends l'exemple, le prochain repas de Noël que vous allez préparer, vous invitez toute votre famille, vous dites, tiens, de quoi on pourrait parler pour qu'il y ait un peu d'animation à table? On pourrait parler du nucléaire, vous voyez? Vous mettez le nucléaire sur la table, alors là c'est génial, ça chauffe tout seul. On a toujours le tonton qui est pour le nucléaire, qui expliquera à l'opposant, dit mais vous avez rien compris, nous on a tout construit, etc. Puis jeune qui dit ouais mais ta saloperie tu laisses, les déchets nucléaires, etc. Et alors là c'est bon, vous avez une animation du tonnerre pour le mine. Vous direz peut-être pas à la messe avec tout ça, mais ça marche bien. Donc c'est vraiment un sujet passionnel, on y va tout de suite avec des choses très profondes en nous, parce que ça touche à des choses très profondes. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle nous, chrétiens, on s'en méfie un peu, quoi. On en a déjà assez des sujets comme ça, d'une certaine manière. On ne va pas s'en remettre un de plus, quoi. Je pense que c'est une des raisons un peu qui fait qu'on n'est pas très à l'aise avec ce sujet. L'autre raison, c'est évidemment que pour nous, dès qu'on dit écologie, on dit écologie politique. C'est vrai. Nous, les écologistes, c'est Noël ma mère, c'est Sylvie Flot, Jean-Vincent Placé, ces farfelus qui veulent le mariage pour tous, ils parlent que de ça, et puis voilà, et n'importe quoi, enfin, des utopistes, des hippies, voilà, on a plein de choses pour dire qu'on n'est pas d'accord avec eux. Et ça, effectivement, ça fait un peu écran. Bon, juste en passant, un Noël ma mère ou d'autres sont des gens qui ont été formés par les chrétiens. Noël ma mère a été formé par Jacques Ellul, qui était un professeur protestant à Bordeaux, qui était une des grandes figures de l'écologie du XXe siècle. Et donc il y a une pensée derrière ça. Hein. Il a été formé par. Autre chose, l'autre aspect. Ce qui est compliqué avec cette écologie politique, c'est que, heureusement qu'elle est née dans les années 70-80, là où à un moment donné, des gens se sont rassemblés en disant il y a une urgence autour de l'état de cette planète, il faut qu'on devienne une force politique pour aider nos gouvernements à agir. Donc ça, c'était une très très belle idée. Mais simplement, en se rassemblant, ils ont rassemblé des gens très très différents et qui n'arrivent pas à travailler politiquement ensemble. Et vous voyez bien l'état actuel aujourd'hui de l'écologie politique en France. Ils n'y arrivent pas, ils sont en train de démissionner les uns les autres, parce que entre les libertaires ultra-gauchistes d'un côté, les scientifiques naturalistes de l'autre, les militants antinucléaires, le troisième, etc., vous mettez tout ça ensemble, ça tient un moment, et puis au bout d'un moment, chacun tire de son côté. Et puis donc c'est une des raisons que c'est difficile. Et donc pour nous, quand on voit ce petit parti qui dit « nous, on est les écologistes, on est à gauche, on est pour le mariage pour tous, et on est pour ça », ben, si nous, on n'est pas à gauche, si on n'est pas pour le mariage pour tous, etc., ben, on dit ben, « non, ça ne m'intéresse pas, l'écologie ». Et donc, on ne s'y intéresse pas, on n'écoute pas, et on caricature les choses, et on ne dialogue pas.
Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que les choses sont plus compliquées que ça, évidemment. Et plusieurs fois, quand j'ai dit ça dans les rencontres précédentes, il y a eu des gens dans le groupe qui ont dit t'es un peu dur avec Europe Écologie Les Verts, parce que moi j'y suis, et c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et il y a aussi des chrétiens là-dedans qui essaient de sauver la mise et qui essaient de garder une certaine dignité dans ces débats. Donc c'était intéressant aussi d'entendre qu'il n'y a pas que des farfelus dans ces parties-là. Il y a aussi des gens de bonne volonté qui avancent. Et quand vous entendez, comme il y a 15 jours maintenant, au Centre Sèvres, Cécile Duflot, future candidate au présidentiel sans doute pour les Verts, qui commente l'encyclique Laudato Si, et qui dit « Moi, à 25 ans, j'ai compris que l'Église, elle n'avait plus rien à me dire parce que j'avais fait un enfant hors mariage. Donc j'ai compris qu'on allait me faire la leçon, donc je suis parti. Et maintenant, je lis l'encyclique Laudato Si, j'ai l'impression de rentrer à la maison. » Ah, quand vous entendez ça, vous dites « Attendez, il se passe quoi là ? Il se passe quoi là ? Rentrer à la maison. » Quand vous entendez un José Bové, il y a quelques mois, dire à ses copains écologistes, écoutez les gars, nous on est hyper militants contre les OGM parce qu'on sait que c'est une saloperie, que c'est dangereux, etc. Mais pourquoi on ne dit rien sur la GPA, qui est aussi une saloperie de manipulation génétique sur les embryons, etc. Pourquoi on ne fait pas le lien? Alors tout le monde a dit, ferme-la, José, c'est pas notre problème, etc. Toi t'es trop catho, parce que c'est vrai qu'il est catho. T'es trop catho, machin, on ne veut pas en parler de ça. Mais il a raison, et ça va, c'est en train de monter à l'intérieur de ce mouvement-là. Les gens se disent, on n'est pas cohérent, quoi. Parce qu'il y a des idéologies dominantes qui les empêchent d'aller au bout, mais c'est comme ça. Donc je vous en montre quelques autres, juste ces écologistes-là. Avant juste ça, pour dire, sur ce sujet clivant, ça fait en nous deux postures très différentes, presque à l'opposé. Quand vous regardez les actualités qu'on a vues tout à l'heure, là, ces grands trucs qu'on dit, pollution, raréfication des espèces, etc., au bout d'un moment, on fait, ah, vous êtes complètement écrasé par le poids, quoi. Et un des réflexes psychologiques que vous pouvez avoir, peut-être que certains parmi nous sont là-dedans, c'est le catastrophisme. Bah, le monde va mal, et bah ouais, ça va mal, c'est de votre faute. Et en plus, c'est pollué, et bah en plus, les glaces sont en train de fondre. Et en plus, il y a les animaux qui disparaissent. Et en plus, le climat il change. Et en plus, c'est-à-dire que vous êtes tellement fasciné par la catastrophe et vous sentez qu'en face, les gens ne bougent pas, et bah alors vous leur servez le pire du pire du pire. C'est une manière de résister psychologiquement au truc. De dire, eh ben, moi je suis un prophète de malheur et j'assume, parce que comme ça au moins j'ai l'impression que je peux me regarder dans la glace. Quoi. Bon, vous comprenez bien que ça a une fonction psychologique, mais c'est difficile à gérer. Quoi, hein. Quand on a des écologistes comme ça qui nous servent tout le temps, vous êtes en train de manger votre assiette, et puis dit, oui mais alors ça, attention, il y a des OGM, et puis là, attention, le lait, c'est pas bon pour ta santé. Et puis tu sais, la viande, c'est quand même 15 000 litres d'eau pour 1 kilo de bœuf. Hein. Et puis tu sais, mais laisse-moi manger, quoi. On ne peut pas. Donc, c'est une posture, en tout cas. Et à l'opposé de cette posture catastrophiste, il y en a une autre, complètement à l'opposé, qui est aussi un réflexe psychologique. C'est que quand on vous annonce une mauvaise nouvelle, si vous voulez continuer à vivre, heureusement que dans notre cerveau, on a un truc qui fait que la mauvaise nouvelle, on l'oublie. Sinon, vous ne vous levez pas le matin, quoi. Si tous les matins, vous levez, on dit « Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça, oh, je reste couché, quoi. » Et vous déprimez. Donc heureusement, il y a des mécanismes de survie qui font qu'on oublie la mauvaise nouvelle pour pouvoir continuer à vivre. Donc heureusement. Ce qui est plus ambigu, c'est quand des gens nous entretiennent dans le déni, c'est ce qu'on appelle le déni psychologique. Je ne veux pas croire ce qu'on me dit, parce que ça me permet de continuer à vivre. Mais quand des gens nous entretiennent dans le déni psychologique en disant « dormez tranquille, tout va très bien madame la marquise », là c'est autre chose. Là c'est à la limite de la manipulation. Je règle mon sort tout de suite avec Claude Allègre, on en est un peu là, quoi. Hein, quand on nous dit, mais la preuve que les 6000 scientifiques du GIEC ont tort, c'est qu'il y a Claude Allègre qui dit l'inverse. Donc c'est bien la preuve que lui a raison, puisqu'il est tout seul. Alors là, je dis, attendez, je comprends pas bien le raisonnement. Ah si, il est tout seul. Ça montre bien que c'est un complot, les autres. D'ailleurs, sur Internet, j'ai vu, il y a des sites qui disent que c'est un complot, que tous les chiffres sont faux. Alors mes chiffres, ils sont plus vrais que les leurs. Alors moi, je les ai trouvés sur un site qui dit que tous ces gens, ils sont tort. En plus, c'est un complot franc-maçonnique qui fait que, etc., les Illuminati qui veulent posséder le monde et qui veulent mettre du paganisme à la place des judéo-chrétiens, etc. Bon, on va peut-être s'arrêter un petit peu là, parce que on sort complètement de la rationalité, quoi. Donc, bien sûr, il faut garder un sens critique. Mais à un moment donné, il faut aussi accepter que quand la science parle à 97%, en disant on a pris le temps depuis 20 ans d'essayer de comprendre les phénomènes, et à 97% on considère qu'il y a un vrai problème avec le climat, que sûrement il y a encore des choses à nuancer, tout ça. Mais il y a un problème, quoi. Et on en est responsable en grande partie. On ne va pas continuer à nuancer en disant ah ben non, moi j'ai pas envie d'y croire. Très
as le droit, mais tu ne peux pas demander à ce que tout le monde se démobilise juste parce que tu n'as pas envie d'y croire. Ça me paraît... Donc voilà, quand il n'y a que deux postures, comme ça, catastrophisme ou déni, s'il vous plaît, dans notre vie, et là comme chrétien c'est très important, quand on n'a que deux solutions, il faut toujours choisir la troisième. C'est simple. Vous gardez ça au fond de vous. Je vous donne un exemple que nous connaissons tous, pardon, c'est un peu caricatural. On emmène Jésus devant le Sanhédrin, et dit, bon alors Jésus, écoute, c'est simple. Ou bien tu te tais, tu rentres chez toi à Nazareth et on t'oublie, et puis voilà, c'est tout. Ou bien tu continues à parler, et puis là, je suis désolé, mais la Torah, elle dit que tu es un blasphémateur, donc on est obligé de te tuer. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Et Jésus réfléchit, il dit, je ressuscite. Voilà. Il refuse le monde binaire dans lequel on essaie de l'enfermer. Non, c'est pas ça l'option. C'est moi qui décide en liberté ce que je veux faire de ma vie. Bon, Jésus, il est fort pour ça, nous, on n'est peut-être pas de cette capacité-là. Mais on peut au moins refuser les propositions binaires qu'on nous fait. Parce que l'Église nous a appris, ça s'appelle le manichéisme. C'est une hérésie qui a été condamnée au IVe siècle. Quand on nous vend que deux solutions, c'est pas la réalité, c'est autre chose, c'est de l'idéologie. Par exemple, je pense qu'on l'a tous dit, moi aussi sans doute, quand quelqu'un vous dit « Ouais, le capitalisme, c'est quand même une belle saloperie, regardez la bourse à New York et tout », qu'est-ce qu'on dit tous? « Ah oui, c'est ça, tu veux revenir chez les communistes à l'époque de Staline ». Ben non. Non, je peux contester le capitalisme sans rêver de revenir au collectivisme stakhanoviste. Je pense qu'il y a des nuances, il y a d'autres formats économiques intermédiaires, d'autres schémas, d'autres chemins ou des choses à inventer qui n'existent pas encore aujourd'hui. Ou bien on nous dit moi je suis contre le nucléaire, ah c'est ça, donc tu vas aller retourner dans les grottes vivre avec des bougies. Non, moi je connais aucun écologiste qui veut aller vivre dans une grotte avec des bougies. Donc arrêtons de simplifier le monde en deux choses comme ça massives et il n'y aurait rien d'intermédiaire. Bien sûr que si, il y a plein de choses intermédiaires, et c'est ça qui est intéressant. Et en plus on le sait, Jésus nous l'a expliqué, le bon grain et l'ivraie, on ne peut pas les séparer. C'est à la fin des temps qu'ils sont séparés. Donc, résistez quand on vous propose que deux solutions. Bon, vous en faites ce que vous voulez, mais je pense que c'est très important. Alors maintenant, on va aller regarder vite fait cet exercice et puis on va rentrer dans l'encyclique, comme ça on aura fait le tour. Juste vous montrer encore ces portraits-là. En haut, vous reconnaissez Yann Arthus Bertrand? Oui. Je ne sais pas si vous avez vu son film là, récemment, Human. Moi, je trouve ça assez touchant comme expérience. Ce sont des portraits d'êtres humains à travers la planète qui parlent de leur vie, de leur mort, de leur amour, etc. Et puis il y a des longues séquences où on voit des paysages très beaux, très douloureux. Et voilà, une espèce de dialogue entre l'homme et sa terre. Quoi. Voilà, tout ça se tient, tout est lié quelque part. Yann Arthus Bertrand n'a pas tout résolu dans sa vie. Il est plein de paradoxes, comme nous, quoi. C'est pas parce qu'il parle d'écologie que lui est un pur de l'écologie. Hein. On lui reproche toujours en disant « Oui, tu as fait ton film avec Bettencourt, etc. » Oui, il a plein de paradoxes, très bien. Mais n'empêche que le discours qu'il montre là est quand même très très touchant. Moi, je pense qu'il ne faut pas être trop cynique non plus, parce que sinon, on s'en sort plus. Hein. Elle, c'est une jeune journaliste chinoise, j'ai oublié son nom, Qian Jin, je crois. Ouais, vous le trouverez sur YouTube, cherchez. Une journaliste qui a eu un enfant il y a pas très longtemps, il y a 1 ou 2 ans, je crois. Un petit enfant, je ne sais pas, un garçon ou une fille, et qui est tombé malade assez vite de problèmes respiratoires. C'est bizarre, dans ma famille, il n'y a pas de... Donc elle a mené une enquête de journaliste et elle a découvert le scandale, enfin elle le savait, mais elle a mis des chiffres sur le scandale de la pollution dans les grandes villes chinoises. Et elle a fait un film, un documentaire, présentant l'état des lieux scientifiques de la pollution des villes en Chine. Avec des chiffres, mais terribles, 30, 50, 60 fois le niveau de pollution maximum autorisé chez nous, c'est le quotidien de ces villes-là. Donc pour les adultes qui vivent, bon, vous faites de l'asthme, etc., c'est déjà pas terrible. Mais alors pour les enfants, les nourrissons qui naissent, ils naissent dans des bouillons toxiques. Quoi. Imaginez la souffrance de ses parents de dire je mets au monde des enfants dans un bouillon toxique. C'est hyper violent. Et donc elle fait ce documentaire et elle le publie sur YouTube, en public, etc. Et le gouvernement laisse faire. Le gouvernement chinois laisse faire. Donc il y a une prise de conscience très importante partout. Ils ont bien compris, le gouvernement chinois, qui est pourtant très méfiant de la société civile, que s'ils n'agissent pas sur ces chantiers-là, ils se préparent une révolution sociale, mais vite fait. Quoi. Parce que les gens ne vont pas mourir sous la pollution juste pour leur faire plaisir. Quand vous n'avez plus le choix, là, vous devenez incontrôlable. Donc c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui la Chine qui commence à rattraper très très vite son retard sur ces questions-là. Ensuite, en haut à droite et en bas à gauche, vous avez des anonymes casse-pieds, qui sont les fameux écologistes du dimanche, là, qui vont
lutter contre les algues vertes sur les plages bretonnes, ou se coucher devant le train pour empêcher les déchets radioactifs de sortir des centrales nucléaires. Ils sont casse-pieds, ils sont excessifs, ils sont militants, ils m'énervent, etc. Ils m'empêchent de regarder ma télé tranquillement. Bah ouais, mais dans la Bible, on appelle ça des prophètes, très souvent. Les prophètes aussi étaient casse-pieds, excessifs, tout ça. Mais c'est des gens qui nous mettent sous le nez des réalités qu'on n'a pas envie de voir. C'est vrai que c'est dérangeant, c'est vrai que parfois ils sont excessifs. Et quand très très souvent, ils nous montrent des choses qu'on n'avait pas envie de voir. Donc il faut quand même aussi être un peu reconnaissant du travail de ces gens-là. Et par exemple, je ne sais pas si vous connaissez ce jeune homme ici. Non. Il s'appelle Rémi Fraisse. On connaît son nom, on ne connaît pas bien son visage. Voilà, c'est ce jeune qui a été tué sur le barrage de Sivins, qui s'est pris une grenade dans la tête. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de ces jeunes? Les zadistes, hein, c'est ce qu'on appelle les zadistes, les zones à défendre, ZAD, et donc ceux qui défendent ces zones s'appellent les zadistes. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Oh, ces gens, c'est des anarchistes qui veulent casser du CRS, des gauchistes dangereux, qui ne respectent pas la loi, etc. Le seul truc, quand vous étudiez un peu le dossier, il y a un livre récent qui vient de sortir et qui explique un peu ce qui s'est passé, c'est eux qui défendaient la loi. Parce que les zones humides, la zone humide qu'ils défendaient, c'est interdit par la loi française et la loi européenne de les détruire. Parce que ce sont des zones très précieuses, c'est des éponges qui retiennent l'eau et qui permettent aux rivières de vivre. Donc si vous détruisez tout l'écosystème en dessous. Et donc la loi dit interdiction de détruire, sauf en cas de force majeure. Là, le cas de force majeure, c'était 25 agriculteurs qui voulaient faire du maïs. Et quand vous voulez faire du maïs, il faut beaucoup d'eau. Donc vous faites une grande piscine olympique d'eau n'importe où, et comme ça vous pouvez puiser de l'eau en permanence. 25 agriculteurs, très actifs, avec du syndicat très fort derrière, qui avaient toutes les portes ouvertes dans la préfecture et partout où il fallait, en termes d'élections, etc. Et donc ils ont su mobiliser les CRS, dégager ces zadistes de force, raser toute la zone, voilà, et comme les gens ne se laissaient pas faire, et ben on a chargé les CRS, et on a tué un jeune qui n'a rien demandé, qui n'avait pas envie de mourir ce jour-là pour une zone humide. Et le pire, c'est qu'il y a quelques mois, je suis passé à Thésée, et il y a un frère de Thésée qui m'a dit, tu sais, on a eu un coup de fil de la maman de Rémi Fraisse, nous, on ne connaissait pas cette femme. Il dit, vous savez, mon fils, 3 mois avant de mourir, il était chez vous. C'était un jeune chrétien, 25 ans, qui allait à Thésée, qui était botaniste, qui aimait ce coin de nature, qui l'étudiait, qui connaissait bien, et qui ne supportait pas l'idée que ceux qui profitent du système le privent de ce bien commun que Dieu nous donne, quoi. Il avait le droit de lutter, et heureusement que des gens continuent à lutter pour défendre ça. Je ne sais pas ce que vous pensez de Notre-Dame-des-Landes, et sûrement que le débat est compliqué, mais qu'est-ce que je regrette qu'on n'est pas capable, nous, les chrétiens, de dialoguer avec ces gens-là. Alors parfois, eux, ils ne veulent pas dialoguer avec nous aussi, c'est vrai aussi. Mais pourquoi on n'arrive pas à nous intéresser à ces jeunes qui défendent l'essentiel, qui défendent la création, qui défendent le respect des biens communs, qui défendent une partie de l'avenir de notre humanité? Bien sûr, souvent, ils sont excessifs. Mais il faut aussi comprendre la violence qu'il y a chez ces jeunes-là, de voir que ceux qui ont profité dans le système depuis des années empêchent la génération montante d'assumer sa place. Je comprends que ça crée de la violence. Alors maintenant, vite fait, notre petit QCM. On va voir si vous êtes de bons connaisseurs de ce que dit l'écologie. Je vous montre 5 phrases, et puis on va voir si vous connaissez qui a pu dire ça. On notera, vous notez dans un coin de votre tête ou sur un bout de feuille, on vérifiera, on fera le sondage, je vais voir si vous êtes plus écologiste que les groupes précédents avec qui j'ai fait ce test. Une première phrase. L'écologie n'est pas une mode, un courant politique, elle est une exigence éthique, un impératif moral qui presse l'humanité à assumer ses propres responsabilités. La fierté de notre époque est d'avoir éveillé et développé une conscience écologique. Donc c'est quelqu'un qui dit, à la rigueur, vous pensez ce que vous voulez de l'écologie, vous êtes pour ou contre, c'est comme vous voulez, mais n'empêche que quand même, depuis 20 ans, depuis 30 ans, tout le monde parle développement durable, écologie, biodiversité. C'est devenu les hommes d'entreprise, les politiques, tout le monde parle de ça. Donc il y a une espèce de prise de conscience mondiale. Qui peut bien avoir dit ça? Est-ce que c'est Nicolas Hulot, que vous connaissez, je ne présente pas, ou notre cher ministre de l'Environnement? Vous notez dans un coin, on vérifie tout à l'heure. Qui a dit sur l'agriculture, cette fameuse agriculture dont on a déjà un peu parlé? L'avenir semble résider dans une autre agriculture, qui pourrait avoir des formes multiples, qui suppose une approche globale, mêlant sécurité alimentaire, respect de l'environnement, respect de l'animal, et plus généralement du vivant sous toutes ses formes, selon le principe du développement durable. Donc quelqu'un qui dit, l'agriculture, elle a touché ses limites, il faut qu'on change. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut retrouver du respect, il faut retrouver des choses qu'on a perdues, et parce que sinon on se met en danger. Est-ce que c'est notre cher José Bové National, notre Gaulois, notre Astérix
contre le McDo de Millau. Tout le monde voit qui est Pierre Rabhi? Non. Alors Pierre Rabhi est un écologiste français qui s'est présenté aux élections il y a une dizaine d'années, je crois, qui a vite arrêté parce qu'il a compris que c'était pas possible, et qui est très connu maintenant dans les milieux écologistes parce que c'est un agroécologiste. Il a développé un jardin avec des techniques qu'il a développées lui-même au fin fond de l'Ardèche, et il est devenu une des figures pensantes de l'écologie française. Il écrit très bien. Si vous tombez un jour sur ses livres, c'est vraiment des très très belles choses à lire. Encore 3. Celle-là, la question de la croissance économique. Depuis 1974, on nous dit, pour sortir de la crise, il faut retrouver la croissance, comme ça on va redémarrer, et puis il n'y aura plus de chômage, et on sera heureux comme avant. Bon. Là, quel gauchiste nous dit, la croyance erronée qui fait reposer le salut dans un progrès toujours croissant de la production sociale, et bien cette croyance-là, c'est une superstition. Peut-être l'unique de notre temps industriel rationaliste, elle est aussi la plus dangereuse. Elle semble estimer impossible les crises économiques, qui comporte toujours le risque d'un retour à la dictature. Ça, c'est de la bonne écologie militante. Est-ce que c'est René Dumont, premier candidat aux élections présidentielles en 1974? Ou est-ce que c'est Corinne Lepage, qui est plutôt centre-droit, qui est Cap 21, qui s'est enseigniste de l'environnement? Allez, plus que 2. Sur la pollution. Déjà, nous voyons se vicier l'air, que nous respirons se dégrader l'eau, que nous buvons se polluer les rivières, les lacs, les océans, jusqu'à faire craindre une véritable mort biologique dans un avenir rapproché. Tout va mal, tout est foutu. Si des mesures énergiques ne sont sans retard, courageusement adoptées et sévèrement mises en œuvre. Donc la situation est grave, il faut qu'on se mette vite, vite, vite pour réparer la machine. Est-ce que c'est Al Gore, donc l'ancien vice-président américain, ou est-ce que c'est Madame Brundtland, qui est moins connue, mais qui est cette ministre norvégienne de l'environnement qui a écrit en 1987 le premier rapport sur le développement durable. Et c'est à partir de là, on parle du rapport Brundtland, qui est le rapport qui a fait que tout le monde a commencé à parler de développement durable, tout ça. Voilà. Et la dernière, on a parlé de nucléaire, en voilà un peu. Quelqu'un qui dit, on ne peut pas ne pas s'interroger sur le caractère violent d'une politique nucléaire imposée à une société où une large fraction de l'opinion publique est habitée par l'incertitude, si ce n'est par la peur. De toute façon s'impose un large débat public qui puisse éclairer l'opinion. La vraie démocratie reste à inventer. Donc c'est quelqu'un qui dit, dans le fond, le nucléaire, j'y connais rien, je ne sais pas si c'est bien ou mal, dangereux ou pas, je ne sais pas. Par contre, la manière dont on nous a imposé le choix nucléaire, c'était pas du tout démocratique. Donc là, il y a un problème. Si on dit qu'on est une démocratie, il faut que ça soit aussi sur ce genre de sujet. Il n'y a pas des sujets qui sont hors démocratie. Or, là, ça l'a été un petit peu. Donc qui dit ça? Est-ce que c'est Dany le Rouge? Oui. Vous savez, les fameuses pastèques, comme on les appelait, vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Oui. Combien de fois on a dit ça, ces fameuses choses? Est-ce que c'est, alors je n'ai pas sa photo, mais le responsable de Greenpeace en France, donc un des mouvements les plus actifs pour contester ces histoires. Alors, réponse. Petit sondage. Qui pense que c'est Nicolas Hulot qui a dit il y a un phénomène mondial, ça s'appelle la prise de conscience écologique? Qui pense que c'est Nicolas Hulot? Qui pense, pardon, que c'est Ségolène Royal? Ok, la réponse est le cardinal. C'est la troisième fois. Voilà. Le piège. Bien sûr que c'est un piège, tout est organisé, tout tombe bien dedans. Ah oui. J'ai toujours peur qu'il y en ait un qui dit mais vous n'avez pas dit tout à l'heure qu'il fallait compter une solution? À chaque fois j'ai peur, et pratiquement jamais ça arrive, donc on s'en sort bien. Il y a 5 minutes, je vous ai dit, quand on vous présente que 2 solutions, résister. Et c'est pas parce que je suis prêtre que je peux raconter n'importe quoi. Résister intérieurement. Là, c'est pas très grave, mais de notre vie quotidienne, quand on dit non, mais si tu n'es pas pour le capitalisme, tu es pour le communisme alors. Bah non, c'est plus compliqué que ça. Et la preuve, c'est que celui qui a dit je ne sais pas de quoi penser de ce qui se passe, mais quand même, il y a un phénomène massif mondial, ça s'appelle la prise de conscience écologique, c'est un cardinal catholique, Etchegaray, basque, et il commente en fait un texte magnifique, si vous voulez le chercher, de Jean-Paul II et de Bartholoméos Ier, donc orthodoxe. En 2002, ils écrivent un texte qui s'appelle L'Appel de Venise, texte œcuménique, où ils disent la situation est grave, vraiment il faut qu'on se réveille, c'est pas possible. Mais ils terminent, et ça c'est très très beau, le texte en disant mais si on s'y met tous, en une génération, on peut guérir ce monde. Si on s'y met tous, en une génération, on peut guérir ce monde. Donc c'est vraiment un appel à l'espérance en disant on est capable d'être résilient, on est capable de retrouver de la cohérence. Il faut juste qu'on se mobilise ensemble. 2002.
Alors qui a dit qu'il faut tout changer dans l'agriculture Le troisième, évidemment, ce sont nos évêques, donc les évêques du monde rural, ceux qui sont dans les diocèses les plus ruraux, donc la Corrèze, la Lozère, je ne sais pas quoi, tous les autres. Donc des gens qui connaissent bien le monde agricole. Ils en ont plein dans leur diocèse. Et ces gens disent, nous, quand on vous voit vivre, les paysans, là, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Pas possible. Regardez comment vous traitez les animaux, regardez comment vous traitez vous-même, regardez vos familles sont en train de souffrir, etc. Il faut qu'on change les choses. Ils ont dit ça en 2001, ça n'a pas encore beaucoup impacté. Qui a dit, quel gauchiste dangereux nous a dit que la croissance est une superstition qui mène à la dictature? Vous auriez lu ça dans la bouche d'un écologiste, vous voyez bien, c'est vraiment des gens qui croient en rien, des incapables, qui ne connaissent rien à l'économie. Quel gauchiste nous a dit ça? Le fameux gauchiste Pie XII, célèbre gauchiste parmi les gauchistes. Pie XII en 1956. Et pourquoi il dit ça? Parce que Pie XII aimait beaucoup son Italie éternelle, les grandes campagnes de Toscane et de Lombrie et tout ça. Et quand il a vu le remembrement agricole opérer, qu'il a vu toutes les petites familles italiennes chassées de leurs fermes pour mettre des grandes exploitations agricoles à la place, et que ces paysans finissaient dans les usines automobiles à Turin pour faire le métier un peu à la noix, à la chaîne, c'est ça le progrès? Vous le préparez? Bien sûr, le monde agricole italien après-guerre n'était pas très riche, etc. Mais il y avait une dignité, les gens avaient leur maison, ils étaient chez eux, ils cultivaient leur jardin, etc. On aurait pu les aider à se développer, à avoir une agriculture un peu meilleure, mais on n'était pas obligé de tout raser et puis mettre un truc intensif à la place, quoi. Et donc il dit, ça c'est pas du progrès pour moi. La croissance pour la croissance, c'est pas un progrès. Il faut être capable de ne pas rester dans des idéologies juste parce qu'a priori on gagne un peu mieux sa vie. Oui, aujourd'hui les agriculteurs gagnent mieux sa vie, ils ont des tracteurs plus grands, ils ont des exploitations plus grandes, mais ils sont aussi beaucoup plus endettés. Et ils utilisent des produits de plus en plus dangereux, et ils maltraitent leurs animaux, et ils voient de moins en moins leur famille, etc. Donc, est-ce qu'ils y ont gagné, vraiment? En apparence, mais dans le fond. Et qui a dit, nous menaçons d'une mort biologique? C'est terrible comme expression, quand même. Si on ne bouge pas, nous risquons de mourir sur notre planète qui va nous étouffer. Paul VI, en 1960.